Très bien, les amis. Bienvenue à nouveau sur Candace Live. Que puis-je dire? Dès le début, je pense que je respecte Kamala Harris. Je dois respecter ce genre de grandeur quand on la voit. Quand on a une femme qui, en réalité, n'a jamais eu la moindre association à aucun moment de sa vie avec la communauté noire, qui n'a même pas eu de relation avec son père noir, qui n'a pas de relation avec son père noir et qui, tout à coup, fait un tour de magie et décide de devenir la personne la plus noire ou du moins une caricature de ce qu'elle pense qu'une personne noire est censée être. Et fait applaudir des gens sur scène pour elle. Et maintenant, soudainement, elle a appris et parle l'ébonix. Et je dois respecter ça parce que les Noirs l'acceptent. Il semble qu'en grande partie, elles reçoivent une salve d'applaudissements. Les gens rient avec elle pendant qu'elle fait semblant d'écouter du hip-hop. Et donc, respecter la grandeur. Quand je la vois, au Venezuela, beaucoup de gens m'ont demandé « Candace, ton avis? C'est fou! Regardez toutes ces manifestations. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé partout? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé partout dans le monde? À votre avis, qui est derrière ce qui se passe au Venezuela? Je vous laisse une chance de deviner. Vous avez droit à 3 lettres pour deviner. C'est ce qui vous attend dans Candace Live. Du jour au lendemain, tout le monde est devenu expert en politique vénézuélienne. Du jour au lendemain. Et ils paniquent. Si vous n'êtes pas constamment en ligne, beaucoup de gens partagent des vidéos, certaines ne datant même pas de cette année, mais ils partagent des vidéos sur X et sur Instagram à propos de ce qui se passe au Venezuela parce qu'ils viennent d'avoir leurs élections. Et contrairement à l'Amérique, où si vous contestez l'élection ou si vous pensez qu'il y a eu des irrégularités en Amérique, vous êtes un insurrectionniste. Apparemment, on a le droit de faire ça dans d'autres pays. On a le droit de remettre en question les résultats d'une élection. Et c'est du moins ce que les Vénézuéliens apprennent puisqu'ils bénéficient du soutien des médias traditionnels, de l'appareil médiatique dominant ici en Amérique, ainsi que des pays voisins du Venezuela, parce qu'ils ont eu une élection et que leur président sortant, Nicolás Maduro, nous savons tous qui était Nicolás Maduro. Et je soupçonne en fait qu'il est sur le point d'être tué, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais les résultats sont tombés et la marge de victoire était qu'il avait 51% des voix, contre 44% pour l'opposition. Le candidat de l'opposition s'appelait Edmundo Parentud González. Mais les gens ont estimé que c'était louche parce que c'est un pays corrompu. Honnêtement, à ce stade, je cherche un pays qui ne soit pas corrompu. Et ils avaient particulièrement le sentiment de savoir que c'était faux parce que tous ces sondages réalisés montraient au peuple vénézuélien que Candace, la candidate de l'opposition, avait une avance très nette. Elle avait 2 fois plus de soutien que Maduro. Donc, lorsque ces résultats électoraux sont tombés, ils ont dit « Absolument, cela ne peut pas être la réalité ». Et ils sont descendus dans la rue. Maintenant, ce qui avait commencé comme une manifestation pacifique n'en est plus une. Maduro a maintenant envoyé la police pour réprimer dans les rues en raison des nombreux affrontements violents et dans une circonstance, les manifestants ont commencé à renverser des statues. L'une de ces statues était celle d'Hugo Chavez, ancien président du Venezuela, pour exprimer leur colère face aux résultats. Maintenant, comme je l'ai dit, il est très intéressant de voir comment la communauté internationale réagit à cela, parce que je ne sais pas si je suis comme un dinosaure, d'accord? Je suis peut-être un dinosaure. Je ne suis plus tout jeune, mais je suis assez vieux pour me souvenir d'une situation similaire en Amérique. Et c'était il y a longtemps. Ça devait être, je ne sais pas, en 2020. Et je me souviens quand des gens manifestaient pacifiquement le 6 janvier et que personne dans la communauté internationale ne soutenait le peuple américain qui se demandait comment il était possible que Trump ait une avance, n'est-ce pas, alors que nous étions éveillés et qu'il comptait les votes. Et puis soudain, quand plus personne ne pouvait rester éveillé, il y a eu des fuites aléatoires dans certains centres, dans des États clés, et ils ont dû arrêter de compter. Nous nous sommes réveillés et soudainement Biden était président et il nous était interdit de poser des questions, à moins d'être considérés comme des insurrectionnistes. Mais les médias, ces mêmes médias qui ont qualifié cela de jour sombre pour la démocratie, oh mon Dieu, les gens du 6 janvier, oh mon Dieu, ils ont pris d'assaut le Capitole. Ils disaient que les vidéos semblaient un peu différentes, mais que c'était le jour le plus sombre de la démocratie. Ces mêmes médias semblent maintenant soutenir le Venezuela. Maintenant, je veux juste être clair, je ne suis en aucun cas un apologiste de Nicolás Maduro.
Je fais simplement remarquer un schéma très clair ici. Et je trouve intéressant que les dirigeants régionaux d'autres pays exigent un recomptage des voix. Ils exigent, en somme, que le vainqueur soit déclaré Edmundo González. Ils qualifient cela d'escroquerie électorale. Le premier d'entre eux, Milei en Argentine. Maintenant, je veux être très clair. Je ne fais pas confiance à tout ce qui sort d'Argentine avec les yeux bleus. Il y a une raison à cela. Et cette raison, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Argentins se sont soudainement retrouvés avec les yeux bleus. Je ne fais pas confiance à Milei. Appelez ça comme vous voulez. Il y a quelque chose chez lui qui sent l'agent infiltré de l'État. Et à quel point les médias sont amoureux de lui. Et il en fait vraiment des tonnes alors qu'il vient tout juste d'entrer en fonction. Et donc, il a en quelque sorte pris la tête en déclarant que c'était une fraude. Ce n'est pas son pays, mais il dit « c'est une fraude totale ». C'est faux. Il exige que Maduro publie la preuve de sa victoire comme un décompte des voix district par district. D'accord, donc un pays voisin dirigé par Milei exige un décompte district par district des résultats du vote. Et Maduro ignore cela, ce qui provoque de nouvelles manifestations dans son pays. Les gens l'interpellent. En fait, Maduro a répondu à Milei en le traitant de vermine lâche, de traître à la patrie et de fasciste. Bon, la partie sur le fascisme est peut-être vraie. Je ne sais pas. Je dois voir sa généalogie parce que je ne fais pas confiance à tout ce qui a les yeux bleus et vient d'Argentine. C'est tout ce que je dis. Arrêtez. Très bien. Insultez-moi. J'ai compris. Je comprends. Je ne devrais pas être aussi honnête. C'est juste comme ça que je suis. Alors, voilà le truc. Maduro s'est maintenant exprimé et il est assez convaincu qu'il s'agit d'un coup d'État. Et vous savez, il y a peut-être eu quelques suggestions auparavant selon lesquelles c'était le cas. Et par « il », j'entends la CIA et l'élite mondiale qui planifiaient un coup d'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces gros titres, je vais juste vous les rappeler brièvement. Mais en 2020, un Américain, Green Beast, a été surpris en train d'organiser un raid transfrontalier raté de déserteurs de l'armée vénézuélienne pour renverser Nicolás Maduro. Donc, ils ont fait ça. Et en fait, il y avait ce type, laissez-moi vous donner son nom. Il s'appelle Jordan Goudreau et son partenaire au Venezuela, Yaxi Alvarez. Oui, ils essayaient pas simplement de fomenter un coup d'État contre Nicolás Maduro, mais ça a échoué et ils se sont fait attraper. Et ensuite, ils ont été inculpés de complot et de contrebande de marchandises. Donc, c'était un peu prévisible parce que ce sont le genre de choses qui arrivent. On voit ce type d'insurgés apparaître. Et soudain, ils disent « Oh, j'agis totalement seul ». C'est juste moi, en tant qu'Américain, je suis très préoccupé par ce qui se passe ici au Venezuela. Et oui, je suis décoré, tout comme Goudreau qui a reçu 3 fois la Bronze Star pour bravoure en Irak et en Afghanistan. Et tout le monde sait que tout ce que nous faisions là-bas était parfaitement légal. L'Amérique, nous, on ne fait jamais rien de corrompu. Bon, il y a eu quelques fois où nous avons fait des choses un peu corrompues. Et oui, il s'avère que Nicolás Maduro a remarqué certaines de ces choses. Donc, il a prononcé un discours hier. Je vais vous lire ce qu'il a dit tout en vous montrant un extrait de ce discours. Maduro a déclaré « Les Nord-Américains affichent un sourire, un visage diplomatique de tromperie, mais derrière, ils portent une dague. Et si vous croyez à leur sourire, si vous vous relâchez, ils se retournent et vous poignardent. » C'est ainsi qu'ils ont agi pendant presque 200 ans, assassinant des présidents, assassinant des dirigeants à travers le monde, assassinant des présidents aux États-Unis. John F. Kennedy, qui l'a tué, le système l'a prouvé. Ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui un faux positif avec un homme nommé Oswald. C'est bien connu, bien dénoncé dans un film documentaire intitulé JFK. C'est bien documenté. Kennedy a été tué par la mafia criminelle de Miami et par la CIA parce qu'il travaillait à mettre fin à la guerre du Vietnam et à parvenir à un accord avec Cuba pour mettre fin au blocus et à l'agression contre Cuba. En fait, il est connu que le jour même où il a été tué, au moment même où la nouvelle a été rendue publique, le 22 novembre 1963. Fidel Castro se trouvait à Varadero dans une maison diplomatique et discutait avec un envoyé spécial du président Kennedy, à qui il offrait 2 boîtes de cigares de La Havane en cadeau, car le président Kennedy aimait les cigares cubains. Et à ce moment-là, l'un des assistants du président Fidel Castro, le commandant Fidel Castro, je crois qu'il était premier ministre à l'époque, est entré et lui a annoncé la triste nouvelle. Ils ont allumé la radio et ont entendu la nouvelle le même jour, au même moment où Fidel recevait un envoyé spécial pour discuter d'un plan de normalisation des relations. Le système l'a tué. Il y a une longue histoire d'assassinats, de coups d'État à travers le monde et beaucoup d'argent en jeu. Nous avons récemment condamné la tentative d'assassinat contre notre président
Donald Trump, et il y a beaucoup de questions concernant ceux qui étaient chargés de protéger Donald Trump. Pourquoi ont-ils permis à ce tireur de rester là? Il y a beaucoup de doutes qui ont été exprimés aux États-Unis. Maintenant, ils essaient de dissimuler cela, de sorte que cet empire habitué à la violence, au coup d'État, a préparé un scénario contre le Venezuela. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas un apologiste de Maduro. Honnêtement, tous ces dirigeants sont corrompus à travers le monde. Mais il dit certaines vérités. Je pense qu'il dit certaines vérités. Et écoutez, je n'ai pas eu le temps de tout passer en revue. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas faire l'émission jusqu'à minuit. À un moment donné, l'équipe doit rentrer chez elle. Je dois aller dormir. J'ai des enfants. Mais si je pouvais faire l'émission jusqu'à minuit, je vous passerais en revue chaque situation dans laquelle l'Amérique a été impliquée dans un coup d'État. Mais j'ai décidé d'en rassembler juste quelques-unes, en remontant simplement aux années 60, 50 et 60, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas si loin que ça. En 1963, oui, nous avons été impliqués dans un coup d'État en Irak, qui est devenu connu sous le nom de Révolution du Ramadan. Et entre 1959 et 1963, eh bien, le Sud-Vietnam venait tout juste de devenir un pays indépendant. Le premier président du Sud-Vietnam, vous savez, il faisait autrefois partie de la France. Ils étaient autrefois une colonie française. Et puis, ils sont devenus un pays indépendant. Et puis, leur premier président, qui était extrêmement catholique. Tout comme la France était extrêmement catholique et il venait d'une longue lignée de catholiques forts et influents, a été assassiné. Vous savez, avant d'être assassiné, il a rendu visite à son ami JFK et il a parlé de ses inquiétudes concernant ce qui se passait dans cette région. Il craignait que quelque chose de néfaste ne soit en train de se produire, puis il a été tué. Donc cela s'est réellement produit. Il s'appelait Ngo Dinh Diem. Donc les personnes originaires du Sud-Vietnam se souviennent probablement de cette situation. Et oui, ces efforts de coup d'État ont été orchestrés par l'Amérique. Et le coup d'État a eu lieu, croyez-le ou non, le 1er novembre, la Toussaint, lorsque les catholiques se préparent pour la fête des morts, il y a bien longtemps, en 1963. Donc encore une fois, cela continue d'arriver par accident. Tout cela, incinérer les catholiques à Dresde, crime de guerre, totalement un accident, larguer une bombe sur Nagasaki, crime de guerre contre les catholiques. Tout cela, c'est par accident. Ne faites pas trop attention. Cette même année, bien sûr, Kennedy a été assassiné. Et pour être clair, nous ne savons toujours pas qui l'a fait. Nous ne savons pas qui a tiré sur notre président catholique, les gars. Ils ont dû classer tous les documents. Et vous, les théoriciens du complot fou qui pensaient que c'était la CIA, qui pensaient qu'il y avait une implication du Mossad, vous êtes dingues. C'est ce que je veux dire. Vous êtes complètement fous de penser ça et de savoir comment le type qui aurait soi-disant tiré sur lui, Oswald, qui a dit qu'il ne l'avait pas fait, a ensuite été abattu par un gars nommé Jacob Rubenstein, qui a ensuite été soumis au programme MK-Ultra par un autre type impliqué dans le programme MK-Ultra qui était dirigé par la CIA. Écoutez, pour savoir ça, c'est vous le problème, pas eux. Ensuite, on peut passer à la suite ici. Nous avons parlons de Cuba, évidemment. C'était aussi une partie d'un ancien empire catholique qui appartenait autrefois à l'Espagne. Et puis nous avons aidé à faire en sorte que cela ne soit plus le cas. Et puis, entre 1959 et 1962, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes impliqués dans un coup d'État. C'est ce que nous avons fait. Et puis, en réponse au coup d'État, Fidel Castro a dit « Non, ça ne se passera pas ici ». Et ensuite, il est devenu président. Encore une fois, c'était en réponse à notre coup d'État. Donc, ça ne nous a pas plu que, quand nous avons fait un coup d'État, Fidel Castro dise « Vous ne pouvez pas faire ça ». Et donc, on s'est dit « Non, ces Cubains catholiques, ça ne se pose pas de problème ». Et nous avons discuté, fait ce que nous devions faire. Maintenant, il y avait aussi, au cas où vous ne le sauriez pas, un empire en Éthiopie. C'était un empire de chrétiens orthodoxes. Et il a été écrasé. Oh, nous étions encore impliqués. Je sais, c'est tellement fou. C'est toujours nous. Tellement étrange. Et c'est juste ce fil conducteur. Il se trouve que ce sont ces puissants empires et pays chrétiens que nous attaquons, pour toutes les bonnes raisons, vous savez, là où nous étions préoccupés. Je ne suis pas sûre de ce qui nous inquiétait en Éthiopie, mais nous avons aidé le Derg, qui était marxiste-léniniste. Et puis nous avons aidé la personne qui dirigeait le Derg, un homme militant, à s'échapper. Après que tout ait été renversé, nous avons aidé, les États-Unis ont aidé à le faire s'échapper au Zimbabwe. Donc cet empire orthodoxe a été écrasé grâce à l'Amérique. N'oublions pas 1979, 1992,
la guerre civile salvadorienne. Évidemment, nous savons qu'El Salvador est aussi un pays catholique, mais qui compte vraiment? Et oui, nous nous sommes impliqués là-dedans, avons également organisé un coup d'État. Ensuite, il y a eu l'Angola, n'est-ce pas? C'était aussi une colonie portugaise catholique romaine. L'histoire nous dit cependant que c'était un régime autoritaire qui intégrait le catholicisme social. J'aimerais essayer ça ici. Je sais, c'est fou. Je suis peut-être un fasciste théocratique, mais j'aimerais essayer catholicisme social. Nous avons trouvé cela problématique. Heureusement, le premier ministre est mort d'une attaque en 1968. Nous sommes intervenus et aidés à un autre changement de régime. Je veux dire, l'Amérique, nous sommes incroyables. Ensuite, il y a eu ce moment au Tchad, en 1981, une situation similaire. Cela avait un rapport avec Kadhafi. Il était entièrement tourné vers l'émancipation africaine. Il travaillait avec l'ONU. Et son voisin direct depuis la Libye, c'était le Tchad. Et il entretenait une excellente relation avec ce type. Et il est écrit ici qu'en réalité, les États-Unis avaient un problème parce qu'ils trouvaient que le dirigeant du Tchad était tout simplement trop proche de Kadhafi. C'était un problème. Vous savez, Kadhafi devenait puissant et il s'entendait bien avec ses voisins. Alors ils ont estimé que ce président ou ce dirigeant Ouédi devait partir. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons tout simplement renversé. C'est ce qu'il faut faire pour protéger la démocratie. Pour la répandre, il faut sans cesse la contrecarrer. Désormais, tout bon élève américain sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous voulons protéger et sauver la démocratie. Nous devons continuer à la contrecarrer et à tuer des gens. Très bien. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Et en 1989, nous avons recommencé au Panama. 1991, qui pourrait oublier ce que nous avons fait en Haïti. Et ça continue, encore et encore, sans fin. Et il semble que cela ne s'arrête vraiment jamais. Alors, vous devrez me pardonner. Je deviens peut-être un peu cynique, je l'admets, mais cela ressemble tout simplement à un schéma. Encore une fois, je crois que je n'en ai mentionné qu'environ 8 ici. Juste un schéma. Quand nous voulons nous impliquer et que nous commençons à armer des civils et que nous faisons entrer des armes là-bas, en aidant les djihadistes, évidemment, nous savons ce qui s'est passé en Afghanistan. C'en était un autre où nous avons armé les Moudjahidines. En fait, on pourrait même dire que nous étions les djihadistes, en réalité. Donc, c'est un peu étrange maintenant que tout le monde ait peur de ce que nous avons créé. Nous sommes des militants. Nous faisons renverser des gens. Et ensuite, nous appelons terroristes les personnes que nous avons armées. C'est comme ce truc vraiment étrange et ça ne s'arrête jamais. Alors, que se passe-t-il au Venezuela? Probablement la même chose que ce qui s'est passé en Ukraine. Je sais que tu es... La presse t'a un peu dit, genre, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que la Russie ait envahi l'Ukraine sans raison. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, je vais te montrer ce petit teaser pour la semaine prochaine. Je me suis assis avec Dave Smith. C'est l'un de mes préférés. Et nous avons parlé pendant 1h30 en détail de tout ce qui se passe en Amérique et à l'étranger. Et il a évoqué le récit complètement fou autour de l'Ukraine. Et l'ignorance américaine concernant ce que nous avons fait dans cette région qui a peut-être, en fait, énervé Vladimir Poutine. Écoutez ça. Si tu regardes ce qu'on appelle la révolution de Maïdan en 2014, il y a beaucoup de choses. Tu sais, d'abord, la National Endowment for Democracy et l'USAID y ont injecté des millions de dollars. Et ce sont les ONG de Soros qui ont fait descendre les manifestants dans la rue. C'est tellement évident que c'est une opération américaine de changement de régime. À 100%. Mais en plus de ça, tu as Victoria Nuland, John McCain, le sénateur Murphy et quelques autres qui sont tous au milieu de la manifestation avec eux en train de dire « On est avec vous jusqu'au bout ». Ils distribuent de la nourriture et de l'eau. Et avec Jeffrey Sachs, ce que j'ai trouvé génial. Je n'y avais pas pensé, mais je suis content qu'il l'ait fait. Il est plus malin que moi. Mais il dit « Imagine juste si… » Le 6 janvier, il y avait tout un groupe de hauts responsables chinois qui étaient là avec les manifestants en disant « On vous soutient. On est avec vous. Vous savez, renverser ce gouvernement. » Je veux dire, peux-tu imaginer quelle aurait été la réaction à cela en Ukraine? C'est littéralement ce que nous avons fait en Ukraine. Maintenant, ne t'inquiète pas. N'écoute pas Dave et moi.
Je devais sortir la semaine prochaine. N'écoutez pas ce que nous disons parce que ce qui se passera ensuite, c'est qu'ils écraseront l'histoire dans cette région. Et donc, plus personne ne se souviendra exactement de ce qui s'est passé. Ensuite, ils auront les médias traditionnels pour renforcer l'idée que tout ce que nous avons fait était irréprochable. Tout ce que nous faisons est toujours irréprochable. Nous croyons tellement en la démocratie, tellement ici en Occident, que la meilleure façon de la répandre, c'est de l'écraser. Et si cela te semble paradoxal, eh bien, je ne sais pas quoi te dire. Tu n'es tout simplement pas suffisamment éduqué. Tu as besoin de recevoir une éducation des médias traditionnels et du complexe militaro-industriel. Et bien sûr, pour que ce soit clair pour tout le monde qui regarde ça dans le monde entier, les Américains, cela n'aide pas non plus l'Amérique, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, nous avons aussi perdu notre pays quand ils ont assassiné JFK. Nous parlons d'une élite mondiale qui utilise essentiellement les pays comme des corps pour accomplir leurs initiatives. Ils utilisent nos troupes pour accomplir leurs initiatives, tout en continuant d'essayer de corrompre, d'abattre et d'affaiblir chaque nation forte. Et ils ont commencé par écraser tous les empires, les grands empires chrétiens à travers le monde. Ensuite, ils se partagent le butin, car ils savent que ce qui est divisé ne peut pas tenir. Voilà ce qui se passe dans le monde entier. Et c'est ainsi que je vois ce qui se passe au Venezuela. Je comprends que les gens pensent que ces manifestations sont naturelles. Et cela fait partie de la façon dont fonctionne une révolution de couleur. C'est ainsi que cela a toujours fonctionné. Ils distribuent des tracts, comme les pamphlétaires lors de la Révolution russe, pour exciter les foules. C'est la doctrine Harris. Oh, ce sera le soupir du peuple appauvri. Et ils ne savent même pas ce qui va arriver ensuite. Et ce qui va arriver ensuite sera vraiment mauvais. Je crois que c'est Alexandre Solzhenitsyn qui a écrit que les livres d'histoire donnent l'impression que tous ces empires étaient tellement maléfiques. Ça fait partie du problème. Ils vous ont menti sur l'histoire. Et je crois qu'il a donné le nombre exact de personnes qui ont été exécutées sous le régime du tsar Nicolas. C'est ça. Et le nombre était de 17. Et bien sûr, il a alors fallu renverser cette monarchie chrétienne. Il fallait qu'elle disparaisse. Et à sa place, ce qui a émergé, c'est, vous savez, environ 67 millions de chrétiens envoyés au goulag et assassinés. Voilà comment fonctionne la démocratie. C'est comme ça qu'elle doit fonctionner. C'est ainsi qu'elle doit opérer. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je veux rapidement remercier l'un des plus grands sponsors de cette émission, à savoir Preborn. Vous connaissez déjà mon discours dans ce dont je vous ai parlé. Planned Parenthood est un grand mal. C'est un sacrifice d'enfants qui se fait passer pour autre chose. Ils engrangent des milliards malgré une clientèle en diminution. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Planned Parenthood génère d'énormes profits, y compris des millions provenant des contribuables. Mais avec Preborn, c'est-à-dire vous et moi, nous avons la possibilité d'attirer leur clientèle, ce qui signifie que nous pouvons sauver des bébés. Preborn fonctionne avec un budget très limité, sauvant plus de 200 vies de bébés chaque jour sans aucun financement gouvernemental. Le réseau de cliniques Preborn est implanté dans les coins sombres du pays, affrontant directement le géant de l'avortement, et ils ont besoin de notre aide que jamais. Lorsque vous faites un don de 28 $ à Preborn, vous offrez une échographie à une future mère, car une fois qu'elle entend le battement de cœur de son bébé et voit cette vie, les chances de survie de son enfant doublent. Alors, parrainez la vie d'un bébé aujourd'hui. Votre don ira à la sauvegarde de la vie d'un bébé. Il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé « bébé ». C'est dièse 250 bébé ou allez sur preborn.com/Candace. C'est preborn.com/Candace. Très bien, les amis. Parlons de Kamala Harris. Je vais maintenant changer de registre. Vous savez, laissez-moi vous parler de Kamala Harris parce que c'est ma copine. Vous savez, ces rues parlent et je vais vous le dire tout de suite. Je vais voter pour Kamala Harris tout de suite. Je veux donc m'assurer que mes auditeurs noirs savent qu'ils devraient voter pour elle. Et apparemment, la seule façon pour eux de comprendre pourquoi ils devraient voter pour elle, c'est que je parle en ébonique. Donc, encore une fois, je vais continuer comme ça. Ma fille, Dieu merci, nous avons parmi nous un candidat noir fort. Pas de bateau négrier pour nous ou quoi que ce soit. Alors voilà l'affaire. Vous avez Kamala Harris, et elle a été tout au long de sa vie politique une très femme indienne fière. Et cela a du sens car au cas où vous ne le sauriez pas, Kamala Harris, bien qu'elle soit en partie noire, son père n'est pas entièrement noir. Sa mère est entièrement indienne. Elle a grandi avec seulement sa mère parce que ses parents ont divorcé quand elle avait 4 ou 7 ans, alors qu'elle était très jeune. Elle n'aurait pas vraiment de souvenir de son père. C'est pourquoi elle ne parlait pas de son père noir.
C'est donc totalement absurde de suggérer que Kamala Harris a grandi dans un environnement où elle était influencée par la culture noire. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques photos d'elle en train de grandir. La voilà. C'est elle adulte, évidemment, avec sa mère. Et peut-être, je suppose, sa sœur. Je n'en suis pas tout à fait sûre. Voici une autre photo de Kamala Harris avec sa mère. Et sa mère me paraît très indienne. Sa mère ressemble à la princesse Jasmine. Exactement la même coiffure que la princesse Jasmine, non? La voilà! Oui, une éducation indienne traditionnelle que Kamala Harris a reçue. Et je veux être claire, Kamala Harris, comme je l'ai dit, adorait être une femme indienne parce que cela l'a aidée lorsqu'elle se présentait à divers postes. Et lorsqu'elle est devenue sénatrice, elle a pu se féliciter d'être la première Indo-américaine. Elle a été si fière de son héritage indien toute sa vie. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire en vous montrant quelques extraits de la façon dont les médias parlaient d'elle, parce que c'est ainsi qu'elle se présentait. Écoutez bien. Kamala Harris de Californie est la première Indo-américaine des États-Unis. Sénatrice. Et la procureure générale de Californie, Kamala Harris, a marqué l'histoire en remportant le siège du Sénat américain. Elle devient ainsi la première Indo-américaine à accomplir cet exploit. Et il est certain que vous pourriez devenir la première sénatrice indienne de l'histoire des États-Unis, ce qui serait un bel accomplissement. Pas vraiment. Je ne sais même pas, je crois qu'elle parlait une autre langue. Elle est très enthousiaste. Bref, c'était Kamala Harris, avant qu'elle ne découvre qu'elle devait devenir noire. Elle a dû devenir noire, et c'est ce qui doit se produire si vous voulez garantir le vote noir et que vous êtes un candidat démocrate. Ils ne mettent pas à jour le manuscrit. Je le respecte. Ils se disent « OK, qu'est-ce qu'on fait 4 ans? » Ils disent « OK, trouvez d'abord une personne noire qui meurt par la police. » J'ai compris. Faites. Faites. Parlez de cette personne et parlez de brutalité policière. J'ai compris. Fait. Nous avons Sonia Massey. OK, on va commencer à parler d'elle. Faites-les tous s'enflammer. Faisons quelques gros titres contre les conservateurs noirs. Attaquez le Kansas. OK, parfait. C'est fait. Quelle est la suite? Nous avons besoin que tu deviennes juste noir. Tu peux faire ça? Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour être noir? Eh bien, tu dois trouver des rappeurs qui disent, tu sais que tu es noir parce que c'est comme ça qu'on devient noir, apparemment. Apparemment, il suffit que quelques rappeurs te mentionnent de la bonne façon parce que, tu sais, Eminem m'a mentionné dans l'autre sens. Les rappeurs, j'imagine, sont en train de décider maintenant qui a le droit d'être noir et qui ne l'a pas. Et donc, ça a parfaitement du sens puisque Joe Biden, je sais qu'elle voulait probablement appeler Candice B, mais tu sais. Ils se sont dit, oh, on a déjà utilisé Candice B en 2020 pour faire élire Joe Biden. Et puis, Joe Biden n'a pas parlé de Candice B pendant 4 ans. Il ne l'a certainement pas contacté, il ne l'a pas appelé pour demander des conseils. Il fait peut-être trop chaud en ce moment. Si nous la contactons à nouveau, essayons quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un avec qui elle est amie, Megan Thee Stallion. Et tu sais qu'elle était comme, qui est Megan Thee Stallion? Qu'est-ce que c'est? Comme au Kentucky Derby. On vote pour un cheval? Non, 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 non. Megan Thee Étalon. Elle est comme la moitié du duo hip-hop WAP. Et elle est là genre, OK, peu importe. Et ils ont dit, Megan, la Maison-Blanche appelle et nous avons une femme qui est maintenant noire. Donc, aucune expérience noire. Elle ne s'est clairement jamais fait taper la tête avec la brosse. Le reste d'entre nous, oui. Elle n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Elle ne comprend même pas ça. On parle de bouger la tête quand on se fait taper avec une brosse. Mais elle va s'y prêter et on a besoin que tu montes sur scène et que tu twerk. C'est ça. Et Megan Thee Stallion a répondu à l'appel. La voilà les gars, sur scène en train de secouer ses fesses pour Kamala Harris. Oh, je vais juste faire ça. Je pense que tous les Noirs regarderont ce podcast si je commence à secouer mes fesses. Je vais commencer à secouer mes fesses. Évidemment, je n'arrive pas à faire en sorte que les gens m'écoutent. Ah, maintenant, on sait que t'es noir. Parce que j'ai vu Candace, elle travaillait sur son podcast et maintenant je sais avec certitude qu'elle est noire. Et voici ce qui est incroyable. Et il y a certains noirs qui dénoncent ce changement de ton, mais c'est l'ovation qu'elle reçoit alors qu'elle raconte ces blagues horribles. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, n'oublions pas ce qu'elle a dit à Beth au Beth Awards quand elle a fait ce sketch horrible et gênant pour lequel je devrais pouvoir la poursuivre en justice. J'ai eu tellement peur de pouvoir la poursuivre en justice. Mais voici ce qu'elle a dit à la fin de ce sketch. Écoutez. Ouais, ma fille, je suis ici dans ces rues. Oh. Ouais, ma fille, elle est là dans ces rues. Je suis désolée, les gars. Je suis désolée. Je respecte ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je respecte ça. C'est bien. C'est bien. Et je pensais que c'était le pire moment de gêne.
Mais ensuite, il y a eu son discours. Je ne sais même pas où elle parlait, et elle a refait l'appel, encore une fois. Écoutez. Donald Trump, en revanche, parle beaucoup et de manière répétée de la nécessité absolue de sécuriser notre frontière sud, mais malheureusement, il ne passe pas concrètement à l'action pour y parvenir. Ou, comme dirait mon ami Quavo, il ne le met pas en pratique comme il le dit. Oh, elle est amie avec Quavo. Quelle est la prochaine étape? Je veux dire, je vais sortir quelques chansons lui disant qu'elle est définitivement noire, pas comme Candace Owens. Yo, yo, yo! Qu'est-ce que c'est? OK, tu sais quoi? Je vois ça. C'est ce que je ressens. Alors imaginez si je décidais de fuir, je ne sais pas, depuis l'Inde. Et j'ai juste décidé de dire bonjour. Merci beaucoup d'avoir aidé à regarder l'émission de Candace. Je viens à vous en direct du podcast Candace. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les Indiens seraient offensés par cela? Parce que c'est littéralement moi qui la regarde essayer de changer de code et de mettre un parfum noir, n'est-ce pas? Devenir un, je suppose. Un stéréotype de dessin animé de ce à quoi, selon elle, chaque personne noire ressemble et à quoi elle peut s'identifier. C'est ce que je ressens en regardant ça. Et si jamais je croise Kamala Harris, c'est exactement comme ça que je vais parler. C'est exactement comme ça que je vais parler. Je vais parler comme un personnage des Simpsons. Et ensuite, on va juste voir ce qui se passe quand elle commence à faire semblant d'être noire. Et puis, je vais simplement lui renvoyer la balle en faisant semblant d'être indienne, parce que c'est la culture à laquelle elle s'identifie réellement. Et on va juste voir où ça nous mène. Et la réponse, c'est que ça ne mènera nulle part. Mais voilà mon point. OK, si des Noirs votent pour elle sur cette base-là, OK. Alors que Candace n'est pas noire, si des Noirs votent pour elle parce qu'elle fait semblant d'écouter Megan Thee Stallion et Quavo, ce n'est pas le cas. Vous avez vu son mari? Non, elle ne l'emmène jamais nulle part. Non, elle ne le fait pas. Vous avez vu toute sa famille? Il n'y a personne dans cette maison qui écoute Megan Thee Stallion. Pas une seule personne n'écoute Megan Thee Stallion et encore moins elle. OK, mais si tu votes pour elle sur cette base-là, tu mérites ce qui t'arrive. Je m'en fiche. Traite-moi d'ennemi. Je m'en fiche. Je respecte ça. Si tu continues à acheter du sel alors que t'es une limace, alors je dois juste respecter le jeu. J'ai fini de vous le dire. J'ai fini d'essayer de vous expliquer ce qui se passe tous les 4 ans. Vous continuez à me déformer, à me caricaturer et à être convaincu que cette femme agit dans votre intérêt. Vous récoltez ce que vous semez. En fait, Quavo, honnêtement, si elle était encore procureure, elle l'aurait probablement fait arrêter. Excusez mon langage. Excusez mon langage. Je pense qu'elle l'enverrait en prison. J'ai fini. J'en ai vraiment fini. Laissez-moi passer à autre chose, les gars. Remercions un autre de mes sponsors. Grand Canyon University est une université chrétienne privée située dans la magnifique ville de Phoenix, en Arizona. Il croit que nous sommes tous dotés par notre Créateur de certains droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. La mission de GCU est de favoriser l'action vertueuse par l'enseignement supérieur en honorant votre vocation professionnelle, votre impact, votre famille, vos amis et votre communauté. Changez le monde pour le bien en mettant les autres avant vous afin de glorifier Dieu, que votre parcours implique une licence, un master ou un doctorat. Les environnements d'apprentissage en ligne sur le campus et hybride de GCU sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs académiques, personnels et professionnels uniques. La quête de servir les autres est la vôtre. Alors, trouvez votre objectif à l'Université Grand Canon. C'est privé, abordable pour les chrétiens. Visitez gcu.edu. Très bien, les gars, passons maintenant à certains de vos commentaires concernant les épisodes passés. En fait, tu sais quoi? Je vais passer au chat en direct ici parce que ce sera encore mieux. Comme quelqu'un ici qui dit qu'ils méritent ce qu'ils obtiennent, les gens qui votent pour Kamala sur cette base méritent absolument ce qu'ils obtiennent. Je suis tout à fait d'accord. Je vais d'abord m'adresser aux personnes qui font des dons ici dans le chat. D'accord. Vichon dit oui. Vichon dit que jusqu'à 20% des Argentins ont les yeux bleus, une grande ascendance européenne, allemande, française, italienne, etc. Je suis d'accord. L'affaire du Venezuela sans la CIA a plein nez. C'est un peu inquiétant de voir toute la droite tirer des conclusions hâtives. Oui, c'est fou. Je veux dire, c'est ça. Ça n'a aucun sens pour moi. J'ai vu Elon Musk s'emballer là-dessus. Elon Musk, tu sais, qui disait « Oh, c'est en fait une révolution populaire ». Mais non, ce n'est pas le cas. Et on peut le voir parce que les médias traditionnels l'approuvent. Et les médias traditionnels sont un bras de la CIA. Je ne sais pas combien de fois je dois vous dire que l'opération Mockingbird a été mise en place après que JFK a été tué par la CIA.
Ils ont alors décidé de « Oh, ai-je dit tué par la CIA? Je suis désolé, on ne sait pas qui l'a tué. » Mais après sa mort, la CIA a lancé l'opération Mockingbird et a commencé à salarier des journalistes pour contrôler la perception du public. Alors, ça marche comment? Je dirais que ça fonctionne encore plutôt bien, vu, je ne sais pas, rien qu'en voyant des Noirs là-bas penser que Kamala Harris est noire. Tout court. Big Fat Burn écrit « Oui, le peuple vénézuélien souffre. Il souffre surtout à cause des sanctions américaines. Le Royaume-Uni a aussi volé l'or de l'État. Ils essaient de faire un Kadhafi à Maduro. Pourquoi Musk agit-il comme un agent de la CIA? Je ne sais vraiment pas ce qu'il manigance en ce moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser d'Elon Musk en ce moment. Il y a eu quelques trucs où il semble juste, par exemple, aller au discours de Bibi Netanyahou. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que l'Elon Musk d'aujourd'hui est différent de celui qu'il était quand il a racheté Twitter. J'espère me tromper parce que je pensais vraiment qu'il était en quelque sorte le social super-héros des médias dont nous avions besoin, comme s'il allait être notre Batman. Je sais que ça a l'air nul, mais j'y croyais vraiment. Donc, c'est dur de le voir prendre cette direction. The Real Queen écrit « Toi et David Nino Rodriguez, ce serait génial de vous voir discuter. » Et mon producteur précise que David Nino Rodriguez est un boxeur poids lourd américain, anciennement classé numéro 13 mondial par la WBC et numéro 12 par la WBA. Bien sûr, je discuterai avec lui tant que je n'ai pas à me battre contre lui. Cette personne écrit. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. Vous apportez un changement positif. Satan est parmi nous et nous devons riposter en tant que chrétiens. Selon vous, quelle est la meilleure façon de riposter au quotidien? Je dirais sans aucun doute que la meilleure façon de riposter est d'être audacieux. Beaucoup de gens ont peur. Comme je l'ai dit, là où je suis, si vous avez une plateforme, ils ont peur d'être annulés. Ils ont peur, de perdre leur emploi. Alors ils retroussent leurs manches, se font vacciner et avancent complètement comme des moutons. N'est-ce pas? C'est incroyable de voir des gens abandonner leur souveraineté nationale, renoncer à leur autonomie corporelle, tout cela au nom de l'intégration. Et c'est ainsi que l'on sait que tout cela relève de la psychologie. Alors, renforcez-vous psychologiquement, soutenez les voix indépendantes, soutenez Dave Smith, soutenez Tucker Castro. Merci à vous qui vous êtes inscrits sur locals.com et qui me soutenez. Je sais que je vous dois des liens cette semaine et je vous promets que ça va arriver. Regardez, je peux aussi profiter de cette coupure pour vous dire, voici les nouveaux gobelets Standis. Il y a écrit « Théoricien du complot » sur le devant et au dos. Je m'en fiche, je suis différent. Parce que c'est mon extrait préféré que je vais vous montrer dans un instant. C'est celui qui reflète la façon de penser des gens ordinaires comme nous. Cela montre comment les personnes considérées comme des théoriciens du complot sont en fait des penseurs rationnels et logiques, refusant que le gouvernement les traite comme des moutons. Sur ce point, je tiens à remercier le dernier sponsor de l'émission d'aujourd'hui, American Financing. Dans l'environnement économique actuel, le stress de subvenir aux besoins de sa famille et à soi-même peut sembler écrasant, et mettre les dépenses quotidiennes sur des cartes de crédit ne fait qu'augmenter ce stress. Vous devez trouver un moyen de sortir de ce cycle sans fin de dette, les amis. J'ai une solution pour vous. Appelez mes amis chez American Financing. Ils aident des gens comme vous à renverser la situation en utilisant la valeur nette de leur maison pour rembourser ces dettes à taux d'intérêt élevés. Ils comprennent ce que vous traversez. Ils parlent à des personnes comme vous et à des gens dans votre situation chaque jour. American Financing permet à ses emprunteurs d'économiser en moyenne 854 $ par mois, ce qui équivaut pratiquement à une augmentation de 10 000 $ par an. Et ils finalisent certains dossiers en seulement 10 jours. Donc, si vous commencez aujourd'hui, il se peut même que vous n'ayez pas à payer la mensualité de votre prêt immobilier le mois prochain. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour changer votre situation. Appelez le 800-795-1210, c'est le 807-95-1210, ou rendez-vous sur American/ONS. D'accord? Les gars, je dois vraiment vous montrer cette tasse parce qu'on doit passer ce clip de... Les gars, pouvez-vous afficher celui d'Andrew Tate? Parce que c'est la raison, et c'était le raisonnement derrière. Quelqu'un dans le chat en direct a dit « Tu es la prochaine ». Les tasses Standis devraient dire « Je m'en fiche, je suis différent ». Parce que c'est mon moment préféré d'Andrew Tate sur Internet, car cela incarne exactement ma façon de penser et je suis fier d'être un théoricien du complot. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Nous sommes ceux qui ont encore du bon sens. Nous, on s'en fiche. Nous sommes différents. Passons à Andrew Tate dans ce clip incroyable. Je m'en fiche. Je suis différent. Je m'en fiche. Je dois aussi vous montrer l'extrait complet quand on l'aura. Peut-être que ce sera demain où il parle de comment, vous savez,
Le bon sens m'a dit de ne pas me faire vacciner parce que tout le monde voulait tellement que je me fasse vacciner. C'est tout. Il demande toujours quelle est la source. La source, c'est la rue, c'est ce qu'il dit. Et la rue m'a dit de ne pas me faire vacciner pendant que les pseudo-experts me disaient de le faire. Ça n'arrivera pas. Bon, revenons à vos commentaires. Encore quelques-uns ici. Lee écrit « J'adore ton émission, Candace. S'il te plaît, lis Confessions of an Economic Hitman. Regarde aussi le documentaire sur Tommy Robinson et peut-être fais un épisode sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Avec amour d'Angleterre. Oui, excellente idée. Je devrais faire des mises à jour du monde entier. Sarah Tabitha écrit « Le diable essaie de la faire taire. Nous ferons porter son message haut et fort. Abonnez-vous tous sur Locals pour aider à répandre la vérité de Dieu. Elle a besoin que nous nous mobilisions. Merci beaucoup, Sarah. Je crois pouvoir y arriver avec le soutien des gens. Je n'ai pas besoin de me vendre à une entreprise, car prouvé, vos dons gardent l'émission gratuite et ma liberté d'expression, sans asservissement au récit des grandes entreprises. Et parfois, pour beaucoup, ce récit d'entreprise, c'est le complexe militaro-industriel. Nous savons tous que c'est pour ça que Tucker Castro fut licencié, car il ne voulait pas relayer la propagande sur l'Ukraine. Cette personne écrit « L'affaire M. Beast exposée pour pédophilie ». Je ne vais pas lire ça parce qu'en réalité, ce qui s'est passé avec M. Beast, c'était son partenaire. C'est bien ça? Et je veux juste m'assurer de ne pas faire d'accusation contre quelqu'un qui pourrait me causer beaucoup d'ennuis. Mais je sais qu'il y a une histoire là-dessus et je promets que je la traiterai demain. Je crois que c'était quelqu'un dans son émission qui travaillait avec lui depuis un moment et qui n'y travaille plus, mais qui était peut-être transgenre et les choses sont devenues un peu folles. Israël écrit « Candace, je suis fan. Le gouvernement de Maduro vient d'enlever 1000 manifestants et 16 personnes ont été assassinées. Ma famille et moi avons souffert de la dictature. Je veux être très claire. Je ne dis absolument pas que je suis d'accord avec Maduro. Évidemment, je comprends ce qui s'est passé au Venezuela ces dernières années, la famine, le manque de nourriture, toutes ces choses qui se sont produites. Mais ce que je dis, c'est que dans tous les aspects du gouvernement, ce que les États-Unis font souvent, c'est soutenir le changement de régime jusqu'à ce qu'on en ait fini avec celui qu'on a mis en place, puis on le change à nouveau. Et c'est un cycle que le peuple ne reconnaît pas. J'essaie juste de vous amener à prendre du recul et à voir la situation dans son ensemble, à savoir que chaque situation difficile dans laquelle vous vous trouvez est soutenue et encouragée par l'élite mondiale. Donc, ils lui ont permis de prendre le pouvoir et maintenant qu'ils en ont fini avec lui, ils vont mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'est ce que je prédis qui va se passer. J'espère sincèrement me tromper et que personne ne sera assassiné. Mais moi, bien sûr, nulle part dans le monde, je déteste le fait que, peu importe la façon dont on présente les choses, ce sont les gens qui souffrent, ceux qui ne font pas partie de l'oligarchie. Et d'ailleurs, cela nous concerne tous, partout dans le monde. Katie écrit « Le saviez-vous? Le mot Kamala signifie terrible en finnois. Que Dieu te bénisse, Candace. Nous avons besoin de plus de personnes comme toi. » Sarah écrit « Je suis musulmane et je peux le dire haut et fort. Le Christ est roi. » Et c'est une bonne façon de conclure. Allez sur clubcandice.com et procurez-vous votre tasse Standis. Rendez-vous sur candiceowens.com et devenez un soutien de l'émission. Et je ne m'adresse pas aux Noirs avant l'élection. C'est ce que je ressens en ce moment. Je voulais juste le dire maintenant. Je ne parle à aucun Noir jusqu'à l'élection parce que si on croit à toutes ces histoires sur Kamala Harris, franchement, on ne peut même pas être amis pour l'instant. Je supprime mes sœurs de mon téléphone ainsi que mes cousines. Je ne parle à aucun d'entre vous tant que vous n'aurez pas réglé le problème Kamala Harris et son accent soi-disant noir. Très bien, les amis, on se retrouve demain.